18e sommet de la francophonie. Avec nous sur ce plateau, Aurélien Agbenonsi, bonsoir. Bonsoir monsieur. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Je vous propose de commencer par cette information, la traditionnelle photo de famille de ce 18e sommet, avec un petit couac, si l'on peut dire, puisque le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Kondé, a boycotté le cliché. Dans un tweet, le gouvernement congolais explique, je cite, ne pouvoir s'afficher à côté de Paul Kagame pour manifester la totale désapprobation du gouvernement contre l'agression rwandaise. Je referme les guillemets. Vous le savez, monsieur le ministre, et vous allez nous donner votre point de vue sur ce sujet. Kigali est accusé par la République démocratique du Congo de soutenir les rebelles du M23 qui sont toujours ce soir aux portes de Goma, au nord Kivu. Mais d'abord, donc, avant votre réaction, retour sur cette cérémonie d'ouverture officielle du 18e sommet de la francophonie. Des images commentées par Philippine de Clermont-Tonnerre. Près de 80 délégations réunies pour une photo de famille. Une image d'unité déjà contrariée par une absence, celle du Premier ministre congolais. Pourtant bien présent sur l'île de Djerba, ce dernier a refusé d'apparaître aux côtés du président rwandais, Paul Kagame. Le Rwanda que Kinshasa accuse d'agression dans le Nord Kivu. Autres grands absents, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, tous trois suspendus de l'organisation. 3 pays, théâtre de coups d'État ces derniers mois. La grand-messe de la francophonie fait donc son retour dans un contexte mondial troublé. Il y a 16 mois, le coup de force anticonstitutionnel de Kais Saied avait entraîné le report du sommet, déjà annulé une première fois en 2020 en raison du Covid. Maître de cérémonie, Kais Saied a ouvert la réunion. Comme tout le monde le sait, il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même, pour certains, de l'annuler pour l'organiser ailleurs. Crise sanitaire et climatique, guerre en Ukraine, des thèmes brûlants que ne manqueront pas d'aborder les dirigeants. Face à ces tensions, la secrétaire générale de l'organisation appelle à resserrer les liens entre les États francophones. Louise Mushikiwabo, seule candidate à sa réélection, devrait être sans surprise reconduite. La francophonie doit demeurer un trait d'union, un forum privilégié d'écoute, d'échange, de dialogue, constamment en alerte pour éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit. Pour relever ces défis, l'OIF mise sur le numérique, thème à l'honneur cette année, mais aussi la jeunesse. Ce matin, le président français rencontrait les jeunes ambassadeurs francophones. Il faut être lucide. Dans les pays du Maghreb, on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité. Mais voir votre génération qui le porte est très important. Mais moi, je pense qu'on doit avoir un projet derrière, qui est un projet de reconquête. Après une série de tables rondes entre les représentants, un forum économique doit prolonger jusqu'à lundi le sommet. Aurélien Agbenonsi, une réaction. Ça vous attriste de voir l'absence de la République démocratique du Congo sur la photo officielle de ce sommet? Oui, je dois avouer que la francophonie étant d'abord une famille, on est toujours triste de voir lorsqu'un membre d'une famille s'abstient ou se refuse de s'afficher aux côtés de l'autre membre de la famille. Donc pour vous, la République démocratique du Congo a tort? Je ne juge pas la République démocratique du Congo puisque le Congo et le Rwanda sont des pays amis, des pays frères du Bénin. Donc je ne juge pas le geste du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je dis seulement que cela est un peu triste et nous souhaitons que les efforts qui sont actuellement en cours pour ramener ces pays à une concorde, à une entente, que ces efforts-là puissent prospérer assez rapidement. Voilà pour votre réaction. Je vous propose maintenant d'écouter la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui, on le rappelle, est la seule candidate en lice à sa succession. Elle a défendu son bilan et surtout, elle a partagé sa vision de l'avenir. Je vous propose de l'écouter. Nous allons vers une francophonie décomplexée. Je me considère comme une francophone décomplexée. Une langue française pleinement assumée par toutes et tous, aux côtés des autres langues. En effet, à part la France, tous nos autres membres ont une ou d'autres langues. C'est cette francophonie-là que nous voulons bien installer dans l'avenir et la rendre plus pertinente.
Est-ce que vous partagez cette vision de la francophonie que l'on vient d'entendre? Je partage cette vision. La vice-présidente du Bénin, Myriam Talata, qui dirigeait la délégation du sommet, et moi-même avons félicité tout à l'heure Louise Mushikiwabo pour sa réélection, mais nous sommes engagés pour une francophonie plus pertinente. Vous venez de dire pour sa réélection? Pour sa réélection. C'est officiel? C'est officiel. Depuis quand? Depuis tout à l'heure, par acclamation. Et nous l'avons félicité et nous avons souhaité que l'OIF s'améliore du point de vue de la gouvernance interne, mais puisqu'elle soit pertinente, comme l'a indiqué Louise Mushikiwabo. Pourquoi il y a des progrès à faire? Il y a toujours des progrès à faire. C'est une œuvre humaine et elle doit être parfaite. Il faut la parfaire chaque jour. Le monde est un monde de défis aujourd'hui. Le monde est traversé par des crises multidimensionnelles. Et si nous voulons faire face à ces crises, il faut que l'OIF soit une organisation chaque jour plus performante. Et votre pays, le Bénin, qu'apporte-t-il à cette famille francophone? Notre pays, le Bénin, d'ailleurs, a été l'un des 21 membres à créer déjà l'Agence de coopération culturelle, qui est l'ancêtre de l'OIF. Nous sommes très actifs au sein de cette organisation. Lorsque récemment, Louise Mushikiwabo est venue présenter au président Patrice Talon le programme La francophonie et elle, qui était destiné à apporter des réponses aux femmes vulnérables pendant la pandémie, le président Patrice Talon a fait une contribution budgétaire assez substantielle. Pardonnez-moi de vous couper, monsieur le ministre, mais pourquoi il n'est pas là, le président Patrice Talon? Le président Patrice Talon a été retenu, parce que vous savez que nous allons en ce moment vers des élections législatives et il y a un agenda très lourd. Vous aimeriez bien organiser le sommet, vous, au Bénin, un jour? Nous l'avons déjà organisé en 1995, le 6e sommet, et j'ai annoncé tout à l'heure que le Bénin souhaite abriter le prochain sommet sur l'Afrique. Donc, ça veut dire que le prochain est en France, mais deuxième information officielle, donc, deuxième le prochain sommet le Bénin est en candidat. Oui, deuxième information officielle, c'est en France. Je ne sais pas à quel endroit. Vous ne savez pas l'endroit. Le président Macron l'a annoncé, mais après celui qui aura lieu en France, le Bénin a exprimé son souhait de l'accueillir à Cotonou, sur le continent africain à nouveau. Le président Emmanuel Macron annonce que ce sera Villers-Cotterêts, un symbole. Oui. Et Emmanuel Macron annonce, tout comme vous l'avez fait avant lui, la réélection de Louise Mushikiwabo. Villers-Cotterêts, c'est symbolique? Je pense que c'est un symbole important pour ceux qui connaissent la réalité française. Alors, en juin dernier, monsieur le ministre, 2 anciennes colonies françaises, vous le savez, le Gabon et le Togo sont devenus membres du Commonwealth. Pourquoi 2 membres officiels de l'OIF font partie de cette organisation du Royaume-Uni, régie par la couronne donc britannique? On s'est posé la question à TV5 Monde. Nicolas Germain et Ndarika Linglopi nous apportent quelques éléments de réponse. On regarde. Ali Bongo pour le Gabon, Faure Gnassingbé pour le Togo. Ces 2 pays francophones ont rejoint le Commonwealth, une première pour des États africains de l'ex-empire colonial français. C'était en juin dernier. Le Commonwealth compte en son sein des pays qui ont eu des relations constitutionnelles avec ma famille. Certains qui continuent à en avoir et de plus en plus de pays qui n'en ont pas. Le prince Charles, roi aujourd'hui, s'en réjouit, la Grande-Bretagne étend son influence. Bien avant Lomé et Libreville, des États non anglophones du continent comme la Namibie ou le Mozambique ont rejoint l'organisation en 1995. Rester dans l'Organisation internationale de la francophonie tout en rejoignant le Commonwealth. En 2009, Kigali avait déjà fait ce choix. Le Rwanda était alors en pleine crise ouverte avec la France. L'adhésion au Commonwealth est politique, mais aussi économique. Le ministre togolais des Affaires étrangères l'assume. L'adhésion du Togo est motivée par le désir d'étendre son réseau diplomatique, politique et économique, et de se rapprocher du monde anglophone. Ali Bongo, lui, s'est fendu d'un tweet en anglais. Le chef de l'État gabonais en visite à Londres est heureux. Avec cette adhésion, un nouveau chapitre s'ouvre selon lui. Car le Commonwealth regroupe près de 2,5 milliards de personnes. Un marché immense donc, et autant de consommateurs potentiels pour les 2 pays francophones. À noter qu'au Togo comme au Gabon, le français reste une langue officielle, mais elle est désormais rejointe par l'anglais. Voilà, et d'autres pays, monsieur le ministre, chers téléspectateurs, font le sujet inverse, le chemin inverse. Il s'agit des Seychelles, par exemple, qui appartiennent officiellement au Commonwealth. Mais ce pays a choisi d'adhérer à la francophonie dans un entretien que Wavel Rakmalawan nous a accordé. Il est le président des Seychelles. Il nous explique le choix de son pays. Écoutez. C'est très intéressant qu'aujourd'hui, le Commonwealth attire même les pays qui n'étaient pas des colonies britanniques auparavant. Donc tout cela nous montre que le monde va vers l'épanouissement
et n'importe quelle organisation qui donne cette possibilité pour notre jeunesse est attirante. Alors, on explique souvent, beaucoup expliquent souvent que le Commonwealth est une organisation peut-être davantage centrée sur l'économie, sur les partenariats économiques, et qu'au fond, la francophonie serait davantage centrée sur la culture. Est-ce que c'est votre expérience? C'est un peu mon expérience, mais je ne vois pas pourquoi les deux organisations ne peuvent pas bouger dans d'autres directions. Mais là, moi, je pense que c'est la jeunesse qui va transformer ces organisations. Et ce matin, on a entendu aussi, quand l'organisation de la francophonie a posé des questions, a fait le survey, on a eu beaucoup de personnes des pays anglophones qui ont répondu à l'appel. Entretien réalisé par Dominique Chimbakala que vous pouvez revoir dans son intégralité sur notre site internet et sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. La Gambie, pays là encore anglophone, membre observateur depuis 2018. Karine Henry a voulu savoir pour quelles raisons. Elle a posé la question à Mamadou Tangara, le ministre gambien des Affaires étrangères. D'abord, il faut savoir que la Gambie se trouve à l'intérieur du Sénégal et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une nation avec deux États, la Gambie et le Sénégal. Donc pour moi, les langues constituent des cloisonnements qui sont loin d'être étanches. Et nous avons commencé à travailler avec l'AIF, l'Agence universitaire de la francophonie, et qui a implanté le premier campus numérique francophone dans un pays anglophone et qui a en fait balisé la voie pour notre adhésion à l'OIF. Et donc on a jugé nécessaire de rejoindre l'OIF en tant qu'observateur pour pouvoir bénéficier de ce réseau. Et en venant à l'OIF, on s'est rendu compte aussi, on a bien compris davantage ce qu'est la francophonie. Pour nous, la francophonie, c'est d'abord la pluralité des cultures, des langues, c'est l'unité dans la diversité et c'est la solidarité. Et c'est cette solidarité agissante qui nous a amenés à intégrer la francophonie. Et moi, j'en suis un peu la personnification parce que j'ai bénéficié des bourses de mobilité de l'AIF, ce qui m'a permis d'investir ma propre culture. Voilà, monsieur le ministre, est-ce que votre pays, le Bénin, est lui aussi, à l'image du Togo et du Gabon, tenté par une adhésion au Commonwealth? Pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Je comprends que certains pays aient fait ce choix pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Pour vous, ce serait tentant. Vous êtes voisin d'un grand pays anglophone, du Nigeria. Le Nigeria, plus grand pays d'Afrique en termes de population. A fait l'option déjà d'un bilinguisme pour tous ceux qui rentrent maintenant dans les études au Bénin, même au niveau primaire. Nous sommes en train de nous organiser pour cela. C'est en cours, l'expérience est en cours, mais l'adhésion au Commonwealth n'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, Commonwealth, ça a plus une dimension économique, alors que la francophonie, elle véhicule plus des valeurs culturelles notamment, pas seulement, mais essentiellement. Économiquement, comment le Bénin se positionne dans cet entrepreneuriat qui est prôné aujourd'hui par l'OIF ? À travers notamment la connectivité, c'est le thème officiel, Namouri nous le disait tout à l'heure. D'ailleurs, le Bénin préside le réseau des ministres francophones de l'économie numérique. Ouais. Mais nous nous positionnons comme une nation qui s'engage maintenant à travailler de manière très active pour consolider les bases de l'OIF dans ce domaine-là. Le Bénin est une nation qui croit en l'entrepreneuriat et qui se développe dans ce domaine-là. Mais je dois vous dire que au sein de l'espace francophone, il y a encore beaucoup à faire pour bénéficier du commerce intra-pays francophone. Il y a beaucoup à faire pour développer les entreprises, beaucoup à faire pour faire croître nos économies. Donc, pour le moment, notre adhésion au Commonwealth n'est pas à l'ordre du jour, mais nous travaillons avec des institutions britanniques comme UKF, par exemple. Alors, on rappelle une information importante que vous nous avez donnée ce soir, qu'Emmanuel Macron a donnée à Dominique Chimbakala, journaliste et présentatrice du journal Africa TV5 Monde. Le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie aura lieu en France, précisément à Villers-Cotterêts. Autre information, Louise Mushikiwabo est officiellement réélue par acclamation pour un deuxième mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie en tant que secrétaire général. Il y a une phrase d'Emmanuel Macron qui n'est pas passée inaperçue, monsieur le ministre. Il a déclaré: la francophonie est la langue du panafricanisme. Ça fait beaucoup réagir. Le panafricanisme, il y a les pour, il y a les contre. C'est une idée politique, une idéologie politique. Est-ce que vous acquiescez aux propos du président français ou est-ce que vous les trouvez risqués ou maladroits?
Non, je ne trouve pas cela maladroit. C'est une manière d'exprimer une idée qui est très simple. C'est que cette langue permet à plusieurs États africains de converger vers un idéal, celui du vivre ensemble. Oui, mais imaginez comment pourrait-on réagir dans les pays d'Asie francophone, par exemple. Ça peut paraître exclusif, non? Non, c'est une famille de diversité, la francophonie. Et dire que... Il a ajouté le mot universel, le président français, pour être précis. Exactement, et tout à fait complet. Voilà. Donc, nous sommes plusieurs groupes à faire partie de la famille de la francophonie. Et je pense qu'on ne devait pas accorder, on ne devait pas faire de cela un concept de polémique, mais une expression qui tend à traduire cette convergence que le français peut apporter aux États africains qui ont envie de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et puisque vous avez prononcé le mot traduire, restez avec nous avant que je vous remercie. Vous avez prononcé ce mot traduire. On va s'intéresser à un des vecteurs méconnus de la langue française dans le monde, c'est le sous-titrage. On en a besoin parfois, vous savez, ces lignes de texte qui apparaissent dans vos films ou dans vos séries préférées, dans certains programmes également de TV5 Monde. Ça permet un apprentissage de la langue et c'est un travail de fourmi réalisé par des milliers de traductrices, de traducteurs partout dans le monde. Sur TV5 Monde, d'ailleurs, je vous le disais, de nombreuses langues sont traduites vers le français. Reportage à Paris pour mieux comprendre la création du sous-titrage et son économie qui est en plein essor grâce à la multiplication des contenus vidéo. C'est un reportage signé Simon Rodier et Camille Balland. Le sous-titrage, c'est un métier de l'ombre. Un travail de petites mains qui passe des heures et des heures à transcrire, traduire et adapter des contenus audiovisuels. Adriel a 12 ans. Bertrand et Stéphanie travaillent dans une société de post-production qui sous-titre plus de 2 millions de minutes d'œuvres originales. Chaque mot et chaque phrase a son importance dans ces bureaux. Le sous-titrage est non seulement une traduction dans le sens où on va potentiellement passer d'une langue à une autre, mais c'est également et surtout une adaptation. C'est dire l'intégralité des intentions de la version originale, mais pas avec les mêmes mots, pas de la même manière. Sur le logiciel, ce jour-là, c'est un film d'animation qui est sous-titré en français. Il sera ensuite traduit dans plusieurs langues par des éditeurs spécialisés. On a un portefeuille d'entre 3 000 et 4 000 traducteurs qui représentent, on va dire, peut-être une centaine de langues de destination. Une manière de transmettre la langue française. Complètement. Non seulement on véhicule les programmes faits en France, mais quelque part on véhicule la langue française, qui est la langue parlée pour tous ces programmes-là, en sachant que quand on fabrique des sous-titres, finalement le spectateur peut écouter la langue française en lisant le sous-titre dans sa langue et faire un apprentissage un petit peu de la langue française et de se familiariser avec la langue française. Aujourd'hui, le sous-titrage est en vogue. La demande explose pour des contenus cinéma, télévision, réseaux sociaux. Les plateformes partout dans le monde produisent énormément et veulent diffuser au plus grand nombre. Je vais vous prendre l'exemple de Squid Game, qui est quand même une série coréenne qui a été sous-titrée en 31 langues. Pour moi, c'est du jamais vu. Jean-Pierre a toujours travaillé dans le sous-titrage. Il s'est installé ce jour-là dans un salon de l'audiovisuel pour promouvoir sa nouvelle solution basée sur l'intelligence artificielle. Habituellement, un long métrage, c'est 8 à 10 jours ouvrés en sous-titrage classique. Avec Spottle, on réduit ce délai-là à 2 jours. Pour ses clients, surtout des médias et des sociétés de production, il permet aujourd'hui de transcrire et éditer dans des temps records. L'intelligence artificielle permet des transcriptions rapides, puis les traducteurs repassent sur le texte. Les jeunes d'aujourd'hui sont des immenses consommateurs de sous-titres. Il y a des statistiques qui expliquent que la génération Z, ce sont des gros consommateurs de sous-titres, puisque sur les réseaux sociaux, ils consomment des sous-titres. Sur les plateformes, ils consomment des séries sous-titrées. Aujourd'hui, les films sont de moins en moins doublés, de plus en plus sous-titrés. Le métier est favorisé par une production qui se multiplie, développée par les grandes plateformes, notamment américaines. L'explosion de la demande de sous-titrage permet aux langues, dont le français, de voyager toujours plus loin, de toucher toujours plus de monde. Voyager toujours plus loin à travers le monde, comme le dit Simon Rodier. Merci beaucoup Aurélien Agbenoncy d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. En direct sur TV5 Monde dans le journal Afrique. Je rappelle que vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Avant de repasser la main à Paris et à Namouri, 2 informations. Dans un entretien exclusif accordé par Emmanuel Macron à TV5 Monde, la réélection de Louise Mushikiwabo par acclamation est clairement évoquée par le président français, tout comme d'ailleurs le lieu du prochain sommet de la francophonie. Ce sera la France, dit Emmanuel Macron, à Villers-Cotterêts. Voilà pour ces 2 informations. Aurélien Agbenoncy d'ailleurs nous disait aussi la réélection par acclamation de Louise Mushikiwabo